Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. De faire la fête à chacun des numéros de Terre de rugby. Merci au FCG de nous permettre de tenir nos promesses. Et donc, encore un titre à fêter cette semaine et pas le moindre. Ce sont nos juniors, les Crabos, qui sont champions de France. Un bouclier décroché au Stade de France, s'il vous plaît. Le voici, le voilà. Et de surcroît contre Castres. Bravo encore, messieurs. Vous pouvez vous applaudir. C'est le moment ou jamais. Une montée en top 14 pour les pros, un titre donc pour les Crabos, une montée et 2 titres chez les Amazones, mais aussi une médaille d'argent au championnat de France de National 3 pour votre équipe de quad rugby. Décidément, qu'est-ce qui fait courir, qu'est-ce qui fait gagner le FCG? On va en parler ici ce soir avec vous. Avec donc celui qui connaît le FCG sous toutes ses coutures, l'ancien demi de mêlée, l'ancien entraîneur, l'ancien directeur aussi du centre, directeur sportif du centre de formation. Et donc désormais directeur du développement du FCG. Franck Ourillon est là, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup, tout va bien? Avec plaisir, tout va bien, merci. C'est un grand plaisir encore. Le président de l'association est un homme heureux, Daniel Genepin. Bonsoir. Bonsoir. On agite encore les drapeaux décidément pour cette association qui cartonne ici. Merci beaucoup encore pour votre présence. Et puis on va cocoricoter autour de ces sections qui travaillent un petit peu plus dans l'ombre des pros avec une belle saison qui vient de s'achever pour le FCG Quad Rugby qui donc s'est placé en 4e position des phases finales mais qui est vice-champion de France de National 3. Bonsoir Ludovic Saron, c'est le capitaine. Sous vos applaudissements très nourris. C'est très fort aussi ce qu'ils ont fait. Le capitaine des Crabos est avec nous. Igor Serafino, bonsoir. Ça va? On s'est vu il y a tout juste 2 semaines. Alors on croyait tous fort en vous. Vous l'avez fait. Une finale au Stade de France et c'était déjà un rêve. Comment est-ce que toi tu as vécu ce moment? Voilà, merci, c'est parti. C'est pour ça, Romain, qui t'a fait venir à côté? C'est parce que tu es peut-être un petit peu plus bavard? Sûrement, oui. C'était un grand événement pour toute l'équipe, tout le club. C'est très plaisir de jouer dans un stade mythique qui est le Stade de France. On a pris beaucoup de plaisir à gagner sur ce stade. C'est vraiment un moment magique et exceptionnel pour toute l'équipe. Effectivement, on a vu ça. D'ailleurs, la magie, elle a continué d'opérer. Vous avez fait des expériences capillaires, je vois, assez diverses. Tout. Vous avez pris des cheveux blancs. Igor, notamment, non? C'était fait exprès? Ouais, aujourd'hui, ouais. Oui, aujourd'hui? Ah, aujourd'hui? Ouais, là, c'est tout frais, ça sort? D'accord. Les entraîneurs sont derrière vous, donc je pense qu'ils ont... Oui, Yann Rav est avec nous. Il fera tout à l'heure un petit tour, bien sûr, ici, sur ce plateau. Alors, votre adversaire, c'était Castres, donc, puisqu'on le rappelle, c'était en levée de rideau, cette finale de la finale de Top 14. C'était donc samedi dernier au Stade de France. Daniel Genepin, ici, ça fait toujours forcément un petit quelque chose, donc beaucoup d'émotions ici, dans ces couloirs de ce stade mythique, hein. Oui, c'est un stade où on a l'habitude d'aller un spectateur et c'est clair que là on était dans les coulisses côté acteur et c'est assez incroyable, quoi. Je remercie vraiment les Crabos de nous avoir permis de vivre ça, c'est un moment fabuleux. Igor, à quoi on pense ici à ce moment-là? Là? Ouais, là. Là on pense au lendemain surtout, puis... Ouais. Romain peut-être? Oui. Changer. On est surtout braqué sur le match. On sait ce qu'on a à faire. On est assez confiant quand même. Si on est tombé sur un gros morceau durant cette finale.
Le gros morceau, c'était Castres. Vous aviez du public aussi. Bon, alors, il n'y avait pas énormément de monde, pas autant que lors de la finale des pros, mais vous aviez quand même un public plutôt castré, justement, de votre côté. Est-ce que ça vous a déstabilisé un peu? Très castré. Au contraire, je pense que ça nous a motivés. Sur de nombreuses séquences, on les entendait beaucoup chanter, donner de la voix pour eux, les castrés. Mais ça nous a motivés. Et c'était un bon point aussi d'avoir du public, ça fait toujours plaisir. Alors Igor, les images ne sont pas encore parvenues jusqu'à nous, justement, les images de cette finale. On aura le plaisir d'en faire profiter nos téléspectateurs une prochaine fois. Vous avez joué un petit peu au chat et à la souris quand même en ce début de match. Vous n'étiez jamais bien éloignés l'un de l'autre avec ces castrés. À la mi-temps, il y avait 10-8 pour eux. Et après, on a tout de suite marqué un essai. Et après, ils nous ont couru après. Et ils sont pas arrivés à nous rattraper. Ouais. Alors plutôt que de reparler de ce match-là, on revoit ce qui s'est passé donc juste après. Donc vraiment cette oui Igor, attendez, regardez ce qu'on a trouvé avant justement qu'on apprécie. Est-ce que vous en reconnaissez certains d'entre vous parce qu'on vous a croisé il y a quelque temps. Nous sommes ici. Voilà, je vois que certains d'entre vous se reconnaissent. Alors on est au stade du lycée Argouges. Donc c'était il y a 4 ans et demi. Donc dans un entraînement, on reconnaît Kylian Gérassi qui est donc ici. Ça, c'est votre équipe, hein, Daniel. Ça, c'est l'équipe. Ils avaient quoi, à peu près 13-14 ans ici à cette époque-là? Oui, a priori, oui, c'était les moins de 15, je pense. Oui, c'est ça. C'est les moins de 15. Moins de 14, peut-être même. Oui, entraîné par. Alors, on voit Philippe Meunier. Il y avait aussi Jean-Victor Bertrand aussi qui était là. Voilà Igor là qui vient de passer. Alors, désolé, on s'est permis cette petite image au ralenti. Donc, le capitaine des Crabos, champion de France ici, vous allez voir ici, c'est ça? Ouais, c'est moi. Ouais, alors J'étais extrêmement moche, surtout. Côté essai capillaire, c'était différent, mais je ne sais pas donc si certains de ces garçons, Franck, certains de ces garçons sont encore là. Oui, il y en a beaucoup qui sont là encore, heureusement. C'est cette génération 2000-2001. Enfin là, moi, je veux plus parler des 2000 parce que je les ai connus en U15. Ça fait 4 ans et ils ont rien de facile, quoi. C'est une génération qui n'a pas gagné grand-chose, en fait. On pense que les Crabos, ça, c'est une super génération dorée, qui a tout le temps gagné. C'est faux. En fait, c'est une génération, les 2000, ils en ont pris des belles. Hein. Ah oui. En Tadei, contre la Côte Basque. Enfin, il y a plein de matchs comme ça qui me viennent à l'esprit où c'était pas simple. Et c'est pour ça que ce titre, il est beau. Parce qu'on leur a rien donné dès le départ. Et ce qu'ils sont allés récupérer samedi au Stade de France, moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'ils sont allés le chercher, quoi. À force de travail, beaucoup d'humilité, de travail. C'est une bonne bande de copains. Ils sont super bien coachés. Voilà, il faut le dire aussi. Et je crois qu'à un moment donné, cette communion entre les générations 2000-2001, les staffs, mon Pierrot qui est toujours avec l'équipe aussi, fait que ça donne quelque chose de fabuleux. Et ils avaient un défi, un ultime défi, c'est d'être champions ensemble pour la dernière des 2000 avant de passer chez les grands, chez les U22. Donc je trouve ça assez formidable parce que pour avoir vraiment côtoyé cette génération-là, les 2000 et 2001 depuis récemment, je trouve ça assez beau et assez fort finalement de réussir à relever ce type de défi. On avait déjà vu des très belles places, aussi des Crabos. On avait eu bien sûr les 2 titres des Réchelles, juste avant que la catégorie ne disparaisse d'ailleurs. Les Crabos avaient aussi été demi-finalistes. Là, c'est pas forcément une culture en fait on va dire des juniors, ces titres qu'il faut remporter au bon moment, juste à l'aube vraiment de cette carrière pro de ces joueurs. Là, pour la plupart, ils vont basculer chez les grands. Les grands, c'est les espoirs, avec 4 années d'âge, donc là, ça va commencer à piquer un peu. Et là, c'est super de finir sur un vrai titre. Pour moi, c'est le haut de la filière jeune. Voilà, U18, c'est le haut de la filière jeune. Après, on passe, pour moi, un peu chez les grands. Et là, c'est le haut de la filière de la préformation. Et de finir sur un titre comme ça au Stade de France, pour une première au Stade de France, c'est juste extraordinaire. C'est des souvenirs qui, je pense que dans quelques années, ils ne s'en rendent pas compte là tout à fait, parce qu'ils sont encore jeunes. Mais je pense que dans quelques années, quand ils reverront les images, qu'ils vont se recroiser autour d'une bière dans 5, 10, 15, 20 ans, ils vont en reparler, j'en suis certain. Et ça, c'est fort, c'est le ciment d'une amitié durable à vie. Ça, il connaît Guillaume, puisque on parle ici des 10, 15 ans, etc. Moi, j'ai perdu une finale, donc je ne veux pas faire le malin, mais c'est finalement, pour résumer ce que dit Franck, c'est les meilleures années et l'illustration de la composition d'un groupe qui arrive à se tirer vers le haut et à renforcer ce bouclier. C'est l'histoire d'hommes, tout simplement, et c'est ce qui fait la force du rugby, ce qui fait la force de la formation. Ils sont partis d'eux-mêmes, ils se sont construits, bien encadrés, certes, mais c'est encore une fois la force du collectif qui fait la différence. Et pour aboutir à ça, donc c'est
c'est vraiment un bel événement. Et puis il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre, messieurs, parce que des finales, on n'en joue pas tous les 15 jours. C'est toujours des bons moments. On va dire que la pression du haut niveau, on va dire du niveau professionnel, je vais l'appeler comme ça parce que vous êtes déjà sur un cursus de haut niveau, elle est toujours intéressante à gérer à ce niveau, au niveau Crabos, au Réchelle ou dans les équipes plus jeunes, parce que c'est le moment où on a encore un peu de temps pour trouver ces moments de convivialité, de partage, etc. Après, quand on rentre vraiment sur le côté professionnel, c'est des choses qui sont beaucoup plus rythmées avec davantage de contraintes, même si derrière il y a d'autres avantages, il y a aussi des avantages, mais c'est des choses qui sont beaucoup plus planifiées. Il y a moins d'espace de liberté. J'ai l'impression, c'est un avis très personnel. Mais... Et Daniel, justement, le fait de revoir ces images ici de ces garçons qui étaient encore adolescents, est-ce que ça montre aussi tout le chemin parcouru par l'ensemble en fait de vos équipes? Ici, rien n'était gagné à l'époque pour ces garçons, ici encore. Oui, rien n'était gagné. C'est clair que pour arriver à un résultat comme celui-là, le talent ne suffit pas. Le talent, il en faut, mais le travail, toujours le travail, l'abnégation, la rigueur, l'humilité. On a eu une leçon d'humilité il y a un an. C'est peut-être là qu'on a construit la victoire de cette année. Il y a un an, les Crabos, les 2000 notamment, ont perdu en quart de finale face à Colomiers, un match alors qu'ils avaient fini premier France invaincu. Donc là, on a pris une petite leçon d'humilité. Et je crois que c'est là qu'ils ont construit la victoire un an plus tard. Très bien. Je vais juste essayer de voir en régie. Normalement, on a des images de la remise de votre bouclier. Voilà, alors on va la regarder. On va vivre d'ailleurs, on va vous écouter. Ça, c'est la fin de votre, c'est la fin de votre match. On écoute tout ça. Champion de France, putain. Ça s'applaudit encore une fois parce que vraiment, on a vraiment beaucoup de pression. Merci à ce garçon qui est ici à côté de moi et qui donc... c'est toi qui parles comme ça ? Ouais. C'est l'émotion. Oui. Et ça, on l'a encore évidemment. Yann Rave, l'homme sans qui peut-être le FCG ne jouerait pas aujourd'hui en top 14, car on aime se rappeler de cet essai qu'il avait marqué à Chalon face à Massy en quart de finale. Bien sûr, c'était cette année. Tout en débordement, Franck Corillon. Les supporters du FCG s'en souviennent encore. Bien sûr, aujourd'hui, c'est un entraîneur des trois quarts de cette équipe, manager également. Et donc, auteur, vous le savez, d'un essai en Fédéral 1 qui peut-être aurait pu changer l'histoire s'il n'avait pas été marqué. Bonsoir Yann. Bonsoir. On aime bien se rappeler ces grands souvenirs ici aussi. Félicitations vraiment à vous et à toute cette équipe. On sent énormément de bonheur autour de vous. C'était pas gagné, hein. Vous aviez beaucoup de pression avant ce match-là. Vous aviez de la pression aussi dans cette phase finale et vous avez su la gérer comme des pros. Ouais, je crois que la meilleure remarque, c'est le Daniel. C'est qu'on a construit cette victoire sur les 2 années Crabos finalement. Parce que l'an dernier, on a pris un bon pet derrière la tête. Après, vraiment Ouais, vraiment. On a remis beaucoup de choses en question. Cette élimination en quart, on fait une saison à 18 matchs, 18 victoires. Et puis, sur la première difficulté, on franchit pas le cap. Donc, on a travaillé différemment. Et puis il faut surtout féliciter ces gosses, quoi, parce que plus que des bons rugbymen, c'est des bons gamins. Et c'est eux qui nous ont remis aussi le goût de retravailler derrière, de travailler différemment, parce qu'eux aussi, ils avaient le droit d'aller se faire payer un petit peu de leurs efforts. Et on s'est, je crois, bien payé samedi soir. Ouais, vraiment, ça vient. Et ça continue d'ailleurs encore ici. Vous êtes un petit peu redescendu de votre nuage ou c'est encore un petit peu l'euphorie? Je ne cache pas que 8h30 au travail lundi matin... lundi déjà? Ouais, c'était compliqué. On a eu un bon bouclier blues, j'ai envie de vous dire. Sur, la petite... voilà. On n'avait pas envie de les quitter, on voulait rester avec eux, mais il a fallu les bosser. Alors, il a fallu retourner à la vie de tous les jours et... C'est ça. Vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs à avoir ce bouclier blues. On a une petite pensée toute particulière à David Dussert, un grand ami de Guillaume Ménard, qui donc a remporté le trophée de l'année. C'est donc une rupture du tendon d'Achille sur le coup de sifflet final, c'est ça? C'est ça. Est-ce que je me trompe, la boulette, quoi. Dans le micro, oui.
Tout à fait ça, en voulant se lever, fêter la victoire, et son tendon n'a pas supporté, et a lâché subitement. D'accord. Il est resté au Stade de France. Parce qu'on s'est demandé si c'était lui l'auteur des images, mais non en fait, puisque la personne court toujours. Lui, il arrive, il court et il est tombé. Il courait plus du moins. David, on comprend que ça a été difficile pour toi de nous rejoindre ici, mais en tout cas, tu es là, sur ce plateau. Voilà. Par la pensée, bien sûr. Il y avait quelque chose qu'on s'est dit justement lorsqu'on a fait le point, c'est qu'il y a une locomotive aussi dans ce club. C'est forcément cette équipe pro. Vous aviez suivi les résultats de l'équipe pro aussi durant toutes ces phases finales. Ça vous a tiré un petit peu vers le haut. C'est tout ça aussi qui vous a boosté pour réussir ces phases finales et notamment cette finale au Stade de France. Alors sur la finale, la demi, je sais pas. Par contre, sur le quart de finale, on avait aménagé notre emploi du temps pour arriver contre Colomiers. On jouait à côté de Béziers. On avait aménagé un petit peu le trajet pour voir la demi-finale le match d'accession contre Oyonnax en direct avec les gamins. Parce que pour nous, c'était un moment fort du club. Et donc, on l'a vu ensemble à l'hôtel. Et ouais, je pense que sur le match de Colomiers, sur le lendemain de cet access match de très haut niveau que les Grenoblois ont fait, je pense que là, on a cherché quelques trucs pour basculer les Columérins en quart de finale. Voilà. Après, la demi, la finale, c'était un petit peu plus loin, c'était plus compliqué de se rattacher à ça. Revoir ces images ici, donc la remise de ce bouclier. Alors, il n'y a pas énormément foule derrière, mais c'est pas vraiment ce qui compte pour vous. On imagine. Ouais, non, c'est indescriptible en fait. On s'en rendra compte dans 2-3 ans, quand on aura plaisir à tous se retrouver, parce que on a du mal à atterrir. C'est très important, Daniel, notamment ce titre ici. Il en dit long sur l'avenir de ces garçons et sur l'avenir aussi peut-être du FCG, l'avenir proche. Sur l'avenir de ces garçons, je ne sais pas. C'est eux qui vont décider avec la quantité de travail et de rigueur qu'ils vont vouloir mettre pour la suite. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on sait qu'on a des générations qui arrivent derrière et que la continuité du plan de succession du FCG est là, sous nos yeux. Et maintenant, à eux, à leurs éducateurs, à faire le boulot, quoi. Qu'est-ce qui va se passer aussi pour ces garçons? Voilà, on reconnaît là toutes les personnes qui sont d'ailleurs ici sur ce plateau. C'est une victoire d'équipe, d'ensemble. Il n'y a pas que les joueurs, que les entraîneurs, c'est tout le monde, ça. C'est tout le monde. Alors, faut bien sûr féliciter aussi ceux qui ne sont pas là. On a Lionel Ringeval, le 3e larron du staff Crabos, qui n'est pas là malheureusement ce soir. Donc je tiens à le saluer vraiment fort aujourd'hui. Oui, c'est une victoire de tout le club. C'est une victoire de ces gamins qui ont été pris en charge il y a 4 ans, 5 ans, sur un nouveau projet. C'est tout un environnement aussi qui facilite leur progression sportive. Oui, pardon. C'est aussi la capacité des dirigeants à mettre en place, aussi via Franck, des anciens joueurs ou des gens qui sont proches du FCG. Yann, moi j'ai joué avec lui, Jean-Noël pareil à la fac. Donc voilà, c'est des gens qui sont avant tout des passionnés, alors avec aussi cette volonté de monter en compétence par la formation les éducateurs, qui fait qu'on tire vraiment vers le haut toute cette filière. Après, l'image de marque où l'équipe première sert un peu de locomotive et finalement un peu d'appât, c'est très facilitant pour les jeunes de la région de se dire on va aller jouer à Grenoble, c'est une force de fierté. Donc c'est assez rassembleur et on a les fruits du travail de plusieurs années maintenant qui s'opèrent. Avec, j'imagine, en plus une montée en top 14 qui doit faciliter peut-être un petit peu aussi votre image, on va dire l'image FCG, l'image Grenoble. C'est un petit peu toute cette formation aussi. Est-ce que vous avez aussi davantage de demandes aussi, avec davantage de candidatures? C'est lié forcément, mais je pense que la formation grenobloise, je pense qu'aujourd'hui, elle n'a pas grand-chose à prouver, même s'il faut toujours se remettre en question. Premier centre de formation de France, créé en 88, premier centre de formation sur les 3 dernières années. On a des internationaux sur toutes les filières, toute la filière. Un titre de champion Crabos récemment. Il y a un savoir-faire à Grenoble. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a de plus que les autres. Je ne sais pas si on a d'ailleurs quelque chose de plus que les autres. Peut-être pas, certainement. Mais je pense qu'on travaille. Non, mais je pense qu'on travaille vraiment sur l'humain, on travaille sur le projet, on suit les garçons, on leur ment pas. On leur ment pas non plus. On n'est pas des rêveurs. On essaie de les faire travailler dans un environnement bienveillant, en leur expliquant ce que c'est quand même le haut niveau aussi, et que tous n'y arriveront pas. Et ils le savent dès le départ, c'est acté. Mais avec cette notion de plaisir, de se régaler en copain. Parce que, comme le disait Guillaume, là, ces années d'âge, s'ils ne prennent pas du plaisir et qu'ils ne jouent pas ensemble et qu'ils n'ont pas envie de prendre des bons moments, ils n'en prendront plus jamais. Donc, heureusement qu'ils en profitent à ces âges-là. Mais tout en étant sérieux, voilà, ils se décolorent la tête. Moi, ça me va. Ça fait partie du plaisir. Après le match. Après le match. J'aurais pas aimé qu'ils le fassent avant. Ah, vraiment? Oui. Non, pas vraiment. Oui. Parce que ça, c'est un manque d'humilité, pour le coup.
Voilà, comme certains ont pu le faire dans un passé récent. On s'en souvient. Ouais. Mais voilà, après le match, voilà. Mais pendant le match, voilà, on reste dans le truc, on est dans le projet, avec les potes. Et voilà, et ce qui a fait la force de cette équipe, c'est qu'ils sont restés concentrés. Stade de France, oui, on en prend plein les yeux la veille du match. Ouais, c'est génial, on prend des photos, des selfies partout. Mais cette capacité le jour du match à se dire, voilà, il y a 70 minutes à jouer pour aller chercher un bouclier, ben voilà, c'est remarquable, quoi. C'est top. Yann, quel discours tu tiens aux gars la veille au match, comme dit Franck, parce qu'après il faut les ramener à la raison et leur dire que le match n'est pas joué, quoi. Hein. On leur a dit vendredi, on avait une visite pour découvrir les lieux à 19h au Stade de France, et on leur a dit là c'est le moment du spectateur. Mais nous les premiers, hein, parce que moi le Stade de France c'est Zizou de 98, j'étais pas né, mais c'est voilà. Il y a 20 ans, hein, donc il y a 20 ans pile. Mais nous on a pris des photos, on s'est gavé aussi avec les collègues coachs d'être là. Et par contre on est arrivé à 16h, à 1h30 du coup d'envoi ce samedi, on venait dans un vestiaire pour jouer un match de rugby. On n'était plus au Stade de France. On venait pour gagner, pour ramener un bouclier à Grenoble, et on a vraiment, je crois qu'ils ont basculé les gamins le samedi matin au petit-déj, où c'était parti sur une prépa de match habituelle. On a essayé de les conforter sur la routine qu'on faisait depuis le quart, la demi-finale, et pas s'occuper du décor magique où on était. Pas se laisser submerger, en fait, parce que ça... Mais grâce à la Fédé qui nous a permis, la veille, d'aller découvrir ce lieu, et justement de prendre un peu ses repères, et de passer de spectateur à joueur de rugby. C'est un gage de maturité, ça, déjà? De gérer ça, de gérer cette émotion? C'est un gage de maturité pour les gamins, là, parce que... Puis bon... on a eu des signes sur 2-3 matchs avant, sur la demi-finale notamment, où ils s'étaient approprié le truc. On avait des discours, bien sûr, nous les encadrants, mais ils s'étaient affichés des mots dans le vestiaire qu'ils avaient fait eux. Enfin, c'était plus nous, quoi. C'était leur projet à eux, c'était leur truc. Et là, on peut être fiers d'avoir tout le staff du FCG, nous les coachs, mais tout ce qui nous entoure. Voilà, on leur a filé les clés et c'est eux qui ont décidé. Parce que nous, finalement, en 70 minutes, on ne sert à rien, quoi. Ouais. On est au bord du terrain, et puis on est spectateurs, on regarde ce qui se passe. Mais ouais, ils s'étaient approprié le truc, ils avaient envie d'y aller. Et puis ils l'ont fait, quoi. Là, ils peuvent célébrer. Comme on le dit, l'humilité de là, maintenant, c'est maintenant qu'il faut célébrer. Qu'importe la suite. J'espère qu'ils ont bien célébré déjà, et puis j'espère qu'ils vont continuer un petit peu. Ils ont l'air décidés à continuer encore un petit peu. J'espère qu'ils vont continuer un peu. Avant, justement... Là, il faut qu'ils lâchent les chevaux, là. Il faut qu'ils lâchent les chevaux, là. T'as pas trop vu pour célébrer, Franck, non? Ouais, je suis un sérieux, moi, je suis un sérieux. Avant, justement, parce que cette fin d'émission, on a encore 20 minutes ensemble. Yann, voilà, ça sera le petit souvenir. Qui sont ces garçons? Alors, donc, pas dans le détail, mais si on peut vraiment chacun les honorer, leur nom, leur prénom. Qui est-ce? Alors Pierre Stripoli, pilier, Thibaut Moreno, demi d'ouverture, Zach Gauthier, pilier, Luc David, le grand blond, qui a la lumière, à la chaussure noire. Voilà, fais coucou. 3/4 centre, Ulysse Friedrich, arrière ailier, Mathis Saragalé, talonneur. Levez la main. Bel Gentil, arrière, Enzo Lefebvre, deuxième, troisième ligne, Enzo Camilleri, talonneur, Arthur Christian, pareil, deuxième, troisième ligne. Derrière moi. Adam, insider, toutes les images sont pour lui. Adrien Granon, ailier, Florian Zupan, demi de mêlée, Yannick Jiménez, talonneur, Pierre Moreno, dirigeant administratif de l'équipe Krabos, Jean-Claude Perrin, entraîneur des avants et de la mêlée. Régis Montagne, son fils, pilier droit. Oh, ça balance. Igor Serafino, analphabète. Richard Lozzi, troisième ligne. Brice Pondérant, ailier. Lilian Chevalier. Bien dans le micro, Yann, bien dans le micro. Lilian Chevalier, pilier. Ronan Derrien, troisième ligne. Derrien ou de rien? Derrien. Derrien. Deux R, pardon. D'accord. Et Romain Fusier, géo. Parfait. Et ceux qui ne sont pas là, donc, alors on va peut-être pas tous les citer, mais tout le monde n'a pas pu être... De tête, je vais en oublier si j'en cite de tête. Tout le monde n'a pas pu être présent. Merci 43 encore, joueurs. 43 joueurs dans les petits joueurs. Krabos. 43 joueurs. Est-ce que, par rapport au centre de formation, je ne sais pas si certains sont déjà assurés d'y aller, vont y aller, comment est-ce que ça s'articule aujourd'hui, l'avenir pour ces garçons? C'est le fin de la filière de préformation, donc il y a quelques garçons de l'effectif qui vont intégrer le centre de formation, qui vont être conventionnés dès l'année prochaine, qui vont passer un petit cap, et puis il y en a d'autres qui vont monter en espoir et qu'on va surveiller de très près pour voir si ils continuent à progresser pour y rentrer, mais peut-être à N+1, quoi. Ça a été le cas de plein de garçons. Étienne Fourcade, aujourd'hui, qui est le titulaire de l'équipe première au talonnage, est rentré en équipe U22 sans rentrer au centre de formation au départ. Et après une année où il a validé ses acquis en espoir, il est rentré au centre de formation, et puis on connaît la suite. Il y a d'autres garçons comme ça. Il y a Ilan Rossi aussi, qui a fait 2 saisons en espoir, qui rentre au centre de formation l'an prochain. Donc voilà, c'est un vrai suivi sur la durée, quoi.
voilà, on sort des U18, certains rentrent au centre de formation, d'autres pas encore, mais voilà, on continue à les suivre, et ils le savent, et on est là autour des terrains, on parle avec les coachs très souvent, donc voilà, on va continuer à voir leur évolution et leur implication au sein du club. Ouais. On va en apprendre un petit peu plus justement. Tu parlais d'Étienne Fourcade, on va revoir les pros dans une seconde. Merci Yann Rage. Je vais laisser d'ailleurs l'homme de la communication du FCG, Thomas Bianchin, prendre ta place. C'est pros. Franck, toi qui as tout connu avec ce club, donc qui a connu la Fédérale 1, alors pardon encore de le rappeler, mais donc on rappelle que tu as connu donc absolument tout chronologiquement, un demi de mêlée de la période post-Mammouth, on va dire, joueur clé de cette équipe. D'ailleurs, tu as été directeur sportif du centre de formation, tu es intervenu par intérim dans un moment aussi où le FCG était en crise en 2005. Tu as pris les commandes ensuite de l'entraînement en Fédérale 1, tu es monté en Pro D2, tu es monté en Top 14, te voilà aujourd'hui directeur du développement. Déjà, personnellement, comme on en parle souvent aussi de l'émotion avec l'émotion d'être un joueur et cette émotion qui est absolument inqualifiable quand on n'a pas été joueur, en fait, est-ce qu'on arrive à revivre l'émotion d'une victoire, l'émotion d'un titre ou d'une montée avec toutes ces casquettes, en fait, est-ce que c'est toujours différent ou cette émotion est toujours aussi forte? Déjà, ça fait un peu vieux là quand tu énumères tout là. Ça fait, vieux, ça peut être fait en 5 ou 6 ans. Mais... ça fait, voilà. C'est l'expérience, c'est pas le... Oui, les émotions, elles sont différentes. Voilà, elles sont intenses quand on est au bord du terrain, mais elles sont différentes parce que quand tu es joueur, tu vis passionnément l'événement et tu le partages avec tes coéquipiers. C'est quelque chose qui est extrêmement fort. Après, quand tu es sur le bord de touche ou encore un peu plus loin comme moi aujourd'hui, tu le vis passionnément, mais ça dure 10 minutes, quoi. C'est-à-dire que après la victoire contre Iona, on était déjà sur la projection de l'année prochaine et on avait digéré alors que les joueurs, le public étaient en fusion et parlaient de l'événement et du match. C'est aussi notre rôle qui fait que oui, on partage, on est content, c'est super, mais il faut aussi penser à la suite. Donc c'est différent. Et c'est ça qu'on fait. D'ailleurs, je voudrais qu'on revoie les images de cette montée, donc de ces pros qui vous ont aussi peut-être un petit peu ouvert la voie. Donc ces images de joie dont nous, on ne se lasse pas. Et Guillaume Noukid, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Guillaume. D'ailleurs, on se retrouve dans quelques jours pour le dernier Terre de rugby de la saison. Donc on montrait vraiment ces images. Donc ces garçons, Franck, c'était pas... On savait que ça serait compliqué, une équipe qui venait de descendre. Le projet, on savait que c'était remonté dans les meilleures conditions. Est-ce que ça a été... Certains disaient que c'était peut-être trop tôt. D'autres disaient qu'une montée, si elle se présente, il faut absolument la prendre. C'est ce que les garçons ont fait ici. D'où cette émotion qui était peut-être encore plus forte d'ailleurs, aussi forte que ça a été une remontée immédiate. Est-ce que... je vais être honnête, je vais poser la question. Est-ce que ça, c'était prévu de remonter aussi vite avec ces garçons-là, avec ce groupe-là un an après la grosse galère que vous aviez connue? Quand on est directeur du développement, responsable du projet FCG. En rugby, tu prévois rien. Celui qui calcule et qui celui qui calcule et qui prévoit en rugby, il n'existe pas. Tu peux rien prévoir à ce jeu, rien. Tu peux rien prévoir. Comment tu peux prévoir que le FCG va gagner à Mont-de-Marsan alors qu'on avait pris 30 la semaine d'avant à Colomiers? Comment tu peux prévoir des choses comme ça? C'est imprévisible. C'est les garçons qui s'approprient les projets. Comme l'a dit Yann, à un moment donné, les garçons ont décidé qu'ils voulaient monter. Voilà. Et toi, quand tu es dirigeant ou entraîneur, tu suis. Hein. Tu es sur le porte-bagages et tu te laisses transporter. Voilà. Après, ce qui est remarquable dans cette équipe, c'est qu'elle a vécu 3 saisons en une. Un début de saison où on démarre avec des jeunes du centre de formation, quelques recrues, quelques anciens, un nouveau staff, on ne sait pas trop où on va. On démarre plutôt bien avec 12 matchs, quasiment sans défaite. On se retrouve premier rapidement. Le creux de l'hiver avec des blessures, des matchs compliqués où tu vas te battre tous les week-ends et tu gagnes petitement ici contre Nevers. On se souvient de ces matchs-là où ça a été difficile. Et puis une fin de saison où, encore une fois, les joueurs se sont dit voilà, on va aller chercher le truc. Et puis, mais c'est quasiment incontrôlable. Tu peux rien prévoir. Donc évidemment que nous, on avait l'ambition de remonter en top 14 dans les mois ou années à venir. Mais quand c'est le moment, il faut y aller. Il ne faut pas se poser la question. Il faut y aller. Voilà. Et savoir aussi reconnaître que tout a été géré, tout avait été anticipé. Vous aviez connu aussi des hauts et des bas. Thomas, donc l'homme de la communication, on le rappelle, de CFCG, il y a eu des hauts et des bas. Il a fallu gérer aussi ces situations. Aujourd'hui, le club prépare donc une saison, un maintien en top 14. En fait, c'est cette capacité d'adaptation aussi de ce club qui est à saluer ici cette saison.
Je ne suis pas sûr que ce soit de l'adaptation. En fait, nous, notre travail, c'est tout le temps le même. Quand on prépare un match, moi qu'il y ait une victoire ou qu'il n'y ait pas une victoire, la préparation du match, la communication qu'on fait autour, c'est la même. Et puis après, il y a les joueurs qui décident le week-end. Les joueurs, ils décident si la semaine suivante, elle va être sympa ou si elle va être difficile. Si on a perdu, la semaine, elle est difficile. Si on a gagné, elle est plutôt sympa. Donc là, ils nous ont offert un super truc à tous, à tout le public grenoblois. Et comme le disait Franck, bien évidemment, on comprend tout de suite parce que c'est pour ça qu'on vient au stade, c'est pour ces émotions, c'est pour ce match-là. Depuis, je ne sais même plus à combien de temps c'était, 3 semaines. Encore la semaine dernière, on croise des gens dans la rue qui nous parlent de ce match. On a reçu des messages au club de gens de l'hémisphère sud, des internationaux, australiens, à l'autre bout de la planète, qui ont vu ce match et qui nous disent « mais c'est un truc de malade que vous avez fait ». Et ça, il faut prendre parce qu'il fait partie de l'histoire du club, comme la victoire des Crabos. On prend, et puis on verra l'année prochaine comment ça va se passer. Ce sera une autre histoire qu'il faudra à nouveau raconter, qui sera peut-être un petit peu plus difficile, parce que là, on visait, entre guillemets, une montée, et que là, ça sera un maintien. Mais par contre, la victoire du maintien, ça sera aussi beau, oui. Et ça, Daniel Genepin, c'est la victoire, cette montée, c'est la victoire vraiment de tout un club aussi. Est-ce que c'est vraiment comme ça aussi qu'on le vit? Parce qu'on sait qu'il y a une structure professionnelle, il y a une structure amateur, vous êtes le président de cette association. Aujourd'hui, on parle d'un FCG dans son ensemble, c'est une grande famille en fait, ce FCG. Je dirais cette saison plus que jamais. Cette descente en Pro D2 a consolidé les liens entre les structures plus qu'autre chose et a même accéléré la transversalité du projet sportif, le fameux projet de défi dont on parle tout le temps. Comment voilà, et, avec ces jeunes aussi qui ont été... Voilà, c'est ça. Et la prise de fonction de Franck sur un rôle beaucoup plus transverse est aussi une conséquence heureuse, finalement, de cette descente en Pro D2. Et on est resté qu'1 an, on est remonté tout de suite parce que voilà, ça a été une remise en question très profonde à tous les niveaux du club, que ce soit chez les filles, la formation, les jeunes et les pros. Parce qu'il y a 1 an de ça, jour pour jour, rappelons-nous où on était. On était la tête au fond du seau. On s'est mis au boulot. Quand on a baissé la tête, on s'est mis au boulot. On ne s'en est pas rendu compte, on s'est remis en question. Puis un an plus tard, on s'est dit, mais qu'est-ce qui nous arrive Oui, qu'est-ce qui nous arrive? On va mettre encore quelques mois avant de réaliser. Oui. À ce que disait Daniel sur cette idée de travailler ensemble. Moi, je m'occupe de la communication et ça fait des années déjà qu'on travaille avec la formation, qu'on va essayer encore de faire plus et qu'on ne fait pas de différence sur la façon dont on essaye de communiquer, que ce soit les Crabos ou les pros. Alors bien évidemment, il y a plus de visibilité sur les pros, mais quand Daniel m'a appelé au début de la semaine en me disant est-ce que je suis dispo pour aller au Stade de France, j'avais une vie familiale qui faisait que ça faisait 6 semaines qu'on était là et que c'était pas possible, et très sincèrement j'avais les boules de paillettes. Donc c'est Adam qui y allait, mais on s'est échangé avec Daniel et puis Jacques Grégoire pendant tout le week-end des textos, et c'est la première fois que ça me fait ça, c'est-à-dire que j'ai vécu leur titre comme le match contre Oyonnax. J'étais chez moi, j'arrivais pas à avoir une image, à rafraîchir les textos, les WhatsApp ou les trucs comme ça. Et j'en connais pas beaucoup des Crabos. Je connais Thibaut parce qu'on se croise depuis très très longtemps, mais j'ai vécu ça, mais exactement avec la même intensité. Et je disais après où j'avais le sentiment que ça y est, on avait gagné un truc. Parce que quand on dit nous sommes le club ou des trucs, ça fait un peu des affiches publicitaires et puis des plancards de communication et de marketing. Mais pour et je sens qu'il y a un truc qui est en train quand même de se passer avec plein de difficultés. C'est pas un pays de bisounours, il y a encore plein de choses à faire. Mais on vit quand même des trucs ensemble, quoi. Oui, Daniel. Non, je veux dire compléter ce que dit Thomas en disant on est vraiment aujourd'hui... on a capitalisé quelque chose toute la saison, on a enrichi le club. On a enrichi le club dans son fonctionnement, dans ses relations, et il y a une fenêtre de tir là qui s'est ouverte. Il faut vraiment qu'on réussisse ce virage-là, parce que si on le réussit, je crois qu'on va construire quelque chose de complètement nouveau dans le rugby français. Avec toutes ces structures, donc on va peut-être voir aussi des images des Amazones aussi, qui est aussi l'une des grandes fiertés de ce club aussi. Franck, toutes ces parties, toutes ces sections, les juniors, les Amazones, on va parler dans une petite seconde aussi du quad rugby, c'est hyper important. Vraiment, on compose avec toutes ces structures, avec toutes ces sections. On est le club de tous les rugby.
comme on aime souvent le dire, il manque juste le 7. Ça m'ennuie un peu, mais on va y arriver. On va y arriver. Mais déjà les filles à 7 qui ont un titre. Mais le club de tous les rugby, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est de dire qu'un club de rugby, c'est juste une équipe professionnelle, c'est une erreur, évidemment. On a les U14 qui sont en finale du championnat de France à Brive le 17 juin prochain, donc on a peut-être encore une équipe grenobloise qui va être championne. C'est jamais, Daniel, tu fais la moue. Voilà, ça se joue une finale. Donc non, mais c'est vrai qu'on a un club qui se porte très bien. Du quad rugby aux féminines, qu'on voit à l'image, les juniors bien évidemment. Et puis il y a des générations aussi où c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on a eu des cadets cette année, ça a été un peu plus difficile, mais moi je sais encore une fois d'où ils arrivent les 2000, je sais qu'ils sont passés par des moments difficiles et ils ont su s'accrocher et travailler. Et on va travailler avec les cadets qui cette année ont vécu une saison difficile, on va bosser avec eux et on va y arriver, il n'y a pas de raison. Enfin, voilà, la finalité, c'est que, Daniel en parlait, ce projet des filles nous tient à cœur et on va continuer à tout faire pour que nos jeunes continuent à progresser dans ce club et alimenter l'équipe professionnelle si possible. Et ça, c'est un vrai challenge, c'est un vrai enjeu. Aujourd'hui qu'on est en top 14, ça sera forcément un peu plus difficile, la marche elle est un peu plus haute. Mais il faut qu'on soit intelligent et qu'on ne réitère pas les erreurs du passé, à savoir que parce qu'on est en top 14, les jeunes, c'est plus difficile, donc on ne fait pas jouer. Non, faisons-les jouer, mais intelligemment. Choisissons les matchs, réfléchissons à la saison, à une planification précise, continuons à les faire travailler, les mettons pas au feu sur des matchs compliqués, parce que ça fait pas grandir les garçons, ça ne fait pas grandir les garçons. Et ça va être un vrai challenge pour nous et l'ensemble du staff. Voilà. C'est à ce titre-là qu'on pourra continuer à grandir. Sinon, on va réitérer les erreurs du passé. Chaque année, on se dit quand on descend, on s'appuie sur la formation, et puis 2 ans après, hop. Ça, c'est un de mes challenges, mais un des challenges du club dans son ensemble. Voilà, si aujourd'hui nous sommes le club, on va travailler dans ce sens-là pour que ces jeunes-là crabossent. Il y en a quelques-uns dans 1, 2, 3 ans. Ils commencent à apparaître, comme l'ont fait les petits Gervais, Kylian, Bastien, qui étaient il y a 2 ans Antonin, Berruyer, capitaine. Non, mais qui il y a 2 ans était en Crabos et qu'on allait voir jouer à Bachelard. Et voilà, et ils y sont aujourd'hui. Pourquoi pas eux? À nous de les faire continuer à progresser, à travailler. Mais ça ne va pas venir tout seul. Tout seul, non, mais déjà avec l'expérience que vous avez, Daniel. Oui, le club de tous les rugby, mais il y a quelque chose de très très important aussi. Il faut parler de tous les autres clubs qui sont autour de nous et qui travaillent beaucoup et qui nous aident énormément. Les clubs de l'Isère. Les clubs de l'Isère, les clubs de l'Aglo, Voiron, Vinay, Cessin, Pont-de-Clé, etc. Tous les clubs. On a de très bonnes relations avec tous les clubs et tous ces joueurs-là. Quand on les a présentés, on aurait dû présenter aussi leur club d'origine. Pour remercier tous ces clubs qui nous accompagnent et nous aident au quotidien. Daniel, on est en train de travailler sur un assez gros documentaire qui devrait sortir d'ici la fin de la semaine où ils revivront tout ça. Et à la fin, quand on leur a demandé de se présenter, généralement, ils disent d'abord le club d'où ils viennent et puis après le FCG. Bon, super, on verra ça bientôt. Et quand on dit tous les clubs et toutes les sections, vous vous tenez très sagement aussi, peut-être, merci d'avoir patienté, Ludo. Ça, c'est hyper important, du coup, le quad rugby, pour certains, on vous l'a déjà présenté ici. Le rugby fauteuil, ça s'appelait aussi auparavant. On a ici le capitaine et le président du club, d'ailleurs, Michel Campion, qui est ici. Ludo, vos phases finales, c'était il y a quelques jours à vous aussi. Et on peut vraiment, encore une fois, vous applaudir. Vous êtes vice-champion de France de National 3. Si. Vice-champion de France de National 3, absolument. En ayant fini 4e de ces phases finales. Alors, comment est-ce qu'on peut finir 4e des phases finales et être vice-championne de France, Alors, Ludo? en se renseignant un peu. Oui, voilà, c'est ce qu'on a fait un peu avant. Alors, je crois savoir que vous avez mélangé National 2 et National 3. Je me suis renseignée. En fait, du coup, merci, Ludo. L'idée, en fait, alors juste, toujours dans les... En fait, je ne suis pas capitaine, parce que sinon, Seb Leroy, notre capitaine, c'est lui qui va très très mal le vivre. D'accord. Voilà. Seb Leroy. Voilà. Okay. Seb, je l'ai fait. Voilà. Non, c'est moi qui l'ai faite. Par contre, alors puisque moi aussi je vais en mettre. Donc vous, les phases finales, donc mélange National 2 et National 3. Donc effectivement, vous êtes vice-champion de France en ayant terminé 4e de ces phases finales. Alors, donc panache. Nous on joue en National 3 et on était 4 clubs en National 3, pardon. Oui. Ça s'est joué en 2 phases, phase aller, phase retour. Et notamment, la phase retour est organisée chez nous par Michel, le président. Et donc, sur la phase retour chez nous, on a obtenu la 2e place
de National 3, donc on a terminé 2e de notre championnat, et ce qui nous a permis de nous qualifier pour les phases finales. En fait, les phases finales, c'est un peu le même principe que les matchs de barrage. C'est ça, c'est ce qu'on voit ici. Voilà, là du coup, là, c'est un match des phases finales, où là, en fait, c'est un match d'accession à la National 2. Donc, on a pris les 2 meilleurs National 3, et on les a confrontés aux 4 moins bons de National 2. On a mélangé tout ça, et du coup, les 2 premiers, normalement, devraient monter ou se maintenir ou monter en National 2, et les autres risquent de finir en National 3. Pour le moment, ils ne sont pas encore décidés sur le nombre d'équipes qui veulent mettre en National 2 et National 3, mais voilà. Et on saura quand? Ils statuent dans 15 jours. Ouais. D'accord, dans 15 jours. Là-dessus. Donc on aura peut-être encore une bonne nouvelle alors. Ça fait, à moins que je... Non, ça fait pas vraiment partie des œufs. On est encore trop frais en fait. On n'a pas l'équipe pour. C'est-à-dire que monter aujourd'hui en National 2, c'est pour prendre des raclées pendant un an, il n'y a pas un immense intérêt. On est allé là-bas, on avait l'objectif de ramener une victoire. C'était pareil, on s'est concerté entre joueurs. Qu'est-ce qu'on veut faire? L'accession à National 2 pour tout le monde, elle est prématurée. Elle fait rêver, mais elle est prématurée. Du coup, on veut au moins ramener une victoire, prendre de l'expérience et pas passer pour des pimpins. Et globalement, on a à peu près rempli le contrat quand même. Donc, alors on va passer le micro au président d'ailleurs. Le but ici aujourd'hui, en fait, c'est de s'aguerrir et puis de performer aussi, comme le font toutes les équipes du FCG aussi aujourd'hui. En fait, vous voulez pas vous brûler les ailes, donc. Non, mais on est encore une jeune équipe. Ça fait que 2 ans qu'on est dans le championnat et je pense que vu par rapport au niveau déjà de la N3 qui est aussi bon, on se dit que voilà, N2 c'est prématuré et qu'on préfère encore mûrir et fédérer et consolider l'équipe comme cela pour après voir plus loin. Mais voilà, c'est qu'une étape. On a des objectifs qui sont précis chez nous. C'est quoi, c'est d'aller jusqu'en N1. Donc, on va pas, on sait que ça va pas être tout de suite. On sait que l'exemple des Crabos, des pros, des filles aussi, c'est important pour nous. Ça nous tire vers le haut et puis voilà. Puis voilà, si tout le monde, tous les clubs vont bien, le FCG va bien, donc ça nous stimule. Voilà. C'est ce qu'on voit. Ludo qui a aussi fait les beaux jours du handi-basket aussi ici. On a encore très peu de temps dans cette émission-là. Aujourd'hui, faire partie vraiment de la famille du FCG, ça c'est vraiment un gros booster pour votre activité, votre discipline. C'est-à-dire Eh bien, d'à partir désormais au FCG. Moi, je découvre le rugby complètement. J'étais absolument pas. Alors, du coup, je suis toujours pas rugby valide, mais je découvre complètement. Et on a découvert ça, et aussi parce qu'on a aussi cet apport en fait de personnes qui font partie du FCG, qui sont venues chez nous pour aussi amener ça. À un moment donné, c'est aussi cette vraie culture rugby qui est là, la culture du groupe, d'être ensemble, de se faire profiter aussi après les matchs, etc. C'était pas dans le basket, on n'est pas, à ma connaissance avant, on n'était pas aussi fédéré au niveau en termes d'équipe, et voilà. Donc on a découvert ça et c'est vraiment un côté plutôt plaisant. Et allez les découvrir aussi. La saison reprend quand du coup? Pour nous, les prochains matchs officiels, à mon avis, ce sera pas avant janvier. Normalement, ce sera janvier 2019. Ouais. Bon, on sera là. On va inciter aussi les gens à aller vous voir. C'est des super moments aussi à passer à vos côtés. Hein, Franck, un mot aussi sur cette équipe, peut-être pour conclure aussi. Encore, je crois qu'on a une chanson pour conclure, mais sur oui. Le quad, moi j'ai essayé une fois. J'ai essayé une fois. J'ai failli tomber 2 fois d'ailleurs du fauteuil parce que je me suis fait rentrer dedans. C'est assez impressionnant. Mais il faut que j'aille voir une vraie compétition. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller voir une compétition. Mais même à essayer, c'est à tester quand même. C'est assez impressionnant. Ouais. Allez, vous reviendrez avant la première, d'accord? Avant la première de cette saison. Je crois que le micro, on va le mettre. Qui c'est qui voulait chanter? Si, regardez. Allez, on a ça. Olivier, c'est tout bon? Tu cadres? Allez. Par contre, on a vraiment 15 secondes et après, c'est terminé, d'accord? Vous faites avec moi, quoi. Allez, allez-y, tous ensemble. Tiens, voilà. Mets-toi ici. Allez, tout de suite, parce qu'on a vraiment plus beaucoup de temps. Allez, c'est parti. Cha-la-la-la-la-la. Oh, FCG. Cha-la-la-la-la-la. Oh, FCG. Cha-la-la-la-la-la. Oh, FCG. Cha-la-la-la-la-la. Oh, FCG. Cha-la-la-la-la-la. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'était Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole.